La péninsule olympique reçut 140 pouces de pluie en 1883. Les colons près de l'actuel Forks, Washington, avaient appris à vivre avec une humidité constante. Tout restait humide d'octobre à juin. Les vêtements ne séchaient jamais complètement. Le bois de chauffage absorbait l'eau plus vite qu'il ne pouvait sécher. Les murs développaient de la moisissure. Les outils rouillaient malgré l'huile. La pluie était implacable, abondante et inévitable. La plupart des familles considéraient l'humidité comme une fatalité. Elles construisaient des porches couverts, des abris à bois avec de bons toits, stockaient leurs outils dans des boîtes hermétiques et acceptaient que l'hiver signifiait brûler du bois humide, sifflant et fumant, qui produisait plus de fumée que de chaleur. Johann Krüger avait des idées différentes. Cet immigrant allemand de 45 ans passa août et septembre 1883 à construire ce que ses voisins appelèrent la structure la plus ridicule du territoire de Washington. Un immense abri qui enfermait complètement sa maison. Pas un abri attenant à la maison, une structure autoportante construite autour, créant un espace couvert entre les murs extérieurs de l'abri et la maison elle-même. L'abri était énorme, 40 pieds par 50 pieds, culminant à 20 pieds de haut. La maison de Johann se trouvait au milieu, comme un petit bâtiment à l'intérieur d'un plus grand, avec 12 pieds d'espace, couvert tout autour. « Tu as construit une grange autour de ta maison », dit Robert Mitchell. Ce bûcheron, né en Oregon, travaillait sur la péninsule depuis 1878, et tous les disent, et se considérait comme un expert en construction locale. C'est à l'envers. La grange va à côté de la maison, pas autour. Et tu as gaspillé assez de bois pour construire 3 abris normaux. Johann s'arrêta de clouer les planches du toit. Son anglais était accentué, mais clair. L'abri garde la pluie hors de la maison, hors du bois de chauffage, hors de tout, plus d'humidité. L'explication n'avait de sens pour personne. La pluie était une fatalité sur la péninsule. On ne pouvait pas l'arrêter en construisant un toit plus grand. L'eau trouvait son chemin partout, quelle que soit la couverture. Le gigantesque abri de Johann semblait un déni coûteux de la réalité. Début octobre, la structure fut achevée. L'abri avait un toit solide, des bardeaux de cèdre sur des planches serrées, soutenus par de solides poteaux et poutres. Les murs étaient revêtus de planches verticales, avec des tasseaux bien construits, mais non étanches. Les espaces entre les planches permettaient la circulation de l'air. L'abri comportait de grandes portes sur 2 côtés pour l'accès, mais enfermait par ailleurs l'espace de manière complète. La maison de Johann se trouvait au centre de cette zone couverte. Le vide de 12 pieds entre la maison et l'abri créait un porche couvert continu tout autour de la maison. Johann empila du bois de chauffage dans cet espace. Des cordes et des cordes arrangées contre les murs de l'abri, où la pluie ne pourrait jamais l'atteindre. « C'est le montage le plus étrange que j'ai jamais vu », déclara Elizabeth Hayes. Cette veuve de l'Illinois s'était installée sur la péninsule depuis 4 ans et avait survécu à des conditions qui avaient vaincu des hommes plus forts. Tu as une maison dans un abri. Maison dans un abri. Le tout va pourrir à cause de l'humidité piégée à l'intérieur. Le bois a besoin de circulation d'air, pas d'être enfermé dans l'obscurité. Johann avait pensé à l'humidité. L'abri n'était pas étanche. Les espaces dans les planches murales permettaient un flux d'air continu. Les grandes portes pouvaient être ouvertes par temps sec pour une ventilation maximale, et le débord du toit s'étendait sur 4 pieds au-delà des murs, créant une protection météorologique supplémentaire tout en permettant la circulation de l'air. L'air circule, mais la pluie reste dehors, expliqua Johann. Le bois sèche sous abri, pas sous la pluie. Charles Brennan souleva des objections pratiques. Ce charpentier irlandais avait construit des structures dans tout le territoire et comprenait l'économie de la construction. Tu as utilisé peut-être 1200 pieds planches pour cet abri. C'est du bois pour une maison, une grange et un poulailler. Au lieu de cela, tu as construit une couverture fantaisiste pour du bois de chauffage. C'est du gaspillage. Le bois coûte $100. Compte, N, rang. Le bois de chauffage sec tout l'hiver permet d'économiser $100 chaque année. L'abri se rentabilise lors du premier hiver, puis continue à économiser de l'argent pour toujours. Les calculs étaient justes si l'abri fonctionnait réellement, mais la plupart des colons doutaient qu'il le fasse. La pluie de la péninsule était trop abondante, trop constante, trop pénétrante. Un toit au-dessus ne résoudrait pas le problème fondamental de la saturation par l'humidité. Novembre apporta la pluie attendue, 18 pouces rien qu'en ce mois. Toutes les piles de bois de chauffage conventionnels commencèrent à absorber l'humidité. Le bois stocké sous des abris simples restait humide à cause de l'humidité ambiante et de la pluie emportée par le vent. Le bois empilé sous les porches
absorbait l'humidité du contact avec le sol et de l'humidité ambiante. Le bois de chauffage de Johan restait parfaitement sec. Le toit du gigantesque abri empêchait complètement la pluie directe. L'espace couvert de 12 pieds signifiait que l'humidité emportée par le vent ne pouvait pas atteindre les piles de bois. Le plancher surélevé sur lequel Johan avait construit l'abri, sur une fondation qui élevait le tout de 6 pouces au-dessus du sol, empêchait l'humidité du sol de remonter par capillarité. Elizabeth Hayes visita le site fin novembre pour inspecter le montage. Elle s'attendait à trouver des conditions humides et le dit à Johan. Au lieu de cela, elle entra dans l'espace couvert et ressentit une différence immédiate. L'air était sensiblement plus sec qu'à l'extérieur. Pas sec comme dans le désert, mais nettement moins humide que l'atmosphère saturée au-delà des murs de l'abri. « C'est comme être à l'intérieur », dit-elle, surprise. « Mais tu n'es pas à l'intérieur. Comment l'air est-il sec ?» Le toit arrête la pluie, la hauteur arrête l'humidité du sol, l'air circule à travers les murs, emporte l'humidité. Tout sous le toit reste sec. La physique était plus simple qu'il n'y paraissait. La pluie fournissait la principale source d'humidité sur la péninsule. Si on empêchait la pluie d'atteindre les surfaces, ces surfaces restaient considérablement plus sèches que les zones exposées. Le toit massif de l'abri créait une ombre pluviométrique qui protégeait tout ce qui se trouvait en dessous. L'humidité du sol était secondaire. 10 points. La fondation surélevée et le sol couvert empêchaient l'humidité de monter par capillarité. La circulation de l'air à travers les espaces muraux empêchait la stagnation qui aurait permis à l'humidité de s'accumuler. La combinaison créait des conditions étonnamment sèches malgré l'humidité notoire de la péninsule. En décembre, les avantages étaient évidents pour quiconque visitait. Le bois de chauffage de Johan séchait plus vite sous l'abri que celui de ses voisins, bien qu'il ait été coupé au même moment. Ses outils, accrochés au mur de l'abri, ne présentaient aucune rouille. Les murs de sa maison, protégés de la pluie directe par le débord de l'abri, ne développaient aucune moisissure. La différence était visible même pour les observateurs occasionnels. Les piles de bois de chauffage des voisins présentaient la coloration sombre caractéristique du bois saturé d'humidité. Les morceaux fendus étaient lourds d'eau. L'écorce restait collée au bois, indiquant un séchage minimal. Brûlé, ce bois sifflait et fumait, libérant de l'humidité avant que la combustion ne puisse commencer correctement. Le bois de chauffage de Johan avait un aspect complètement différent. Les morceaux fendus présentaient une coloration brun clair caractéristique du bois sec. L'écorce se détachait naturellement. Lorsqu'il soulevait un morceau, la différence de poids était immédiatement apparente, peut être 30% plus léger qu'un morceau fraîchement coupé équivalent. Le bois produisait ce son creux lorsque les morceaux s'entrechoquaient, la signature acoustique d'une faible teneur en humidité. Plus révélateur encore, le comportement à la combustion. Johan invita Robert Mitchell à assister à une comparaison directe. Il prit un morceau de bois stocké dans son abri et un morceau de la pile de son porche couvert, tous deux coupés du même arbre le même jour en septembre. Lorsqu'ils furent placés dans le poêle simultanément, la différence fut spectaculaire. Le bois de Johan prit feu en 2 minutes, brûla avec une flamme nette et vive, produisit un minimum de fumée et généra immédiatement une chaleur substantielle. Le bois de Robert mit près de 8 minutes à s'enflammer correctement, siffla et fumait pendant les 10 premières minutes, produisit une épaisse fumée qui refoula dans la cabane et généra environ la moitié de la chaleur du bois sec. Même arbre, même jour, stockage différent, dit Johan simplement. Sous le gigantesque abri, le bois sèche en quelques semaines. Sous le porche, le bois reste humide tout l'hiver. Ah! Robert Mitchell apporta son scepticisme et un humidimètre, un appareil simple qui mesurait la teneur en eau du bois par poids. Il testa plusieurs échantillons provenant de divers endroits. Bois de chauffage extérieur exposé aux intempéries, 32% d'humidité. Bois sous des porches couverts conventionnels, 28%. Bois sous de simples abris à 3 côtés, 26%. Bois sous le gigantesque abri de Johan, 10 à 8%. Ce sont des niveaux d'humidité de bois de chauffage sec, dit Robert, vérifiant ces mesures 2 fois pour confirmation. Les marchands de combustible professionnels considèrent 20% ou moins comme correctement assaisonné. Tu montres un assaisonnement de qualité commerciale. Quand as-tu coupé ça? Le 10 septembre, il y a 10 semaines. C'est impossible. Le sapin de Douglas vert met un minimum de 6 mois pour atteindre 10 à 8% dans le climat de la péninsule. La plupart du bois prend 8 à 12 mois. Tu montres 3 mois d'assaisonnement en 10 semaines.
Soit ton appareil est faux, soit quelque chose d'inhabituel se passe sous cet abri. Johan se contenta de pointer le toit massif au-dessus. Pas de pluie sur le bois. L'air circule à travers les murs. Sèche le bois rapidement. Plus chaud sous le toit qu'à l'extérieur peut être 5 degrés. L'air chaud retient plus d'humidité, l'emporte plus vite. Simple. L'assaisonnement accéléré provenait de plusieurs facteurs travaillant ensemble. La pluie fournissait la principale source d'humidité sur la péninsule. Arrêter la pluie signifiait arrêter la principale source d'ajout d'eau pendant le séchage. Une bonne circulation de l'air à travers les espaces muraux signifiait une élimination continue de l'humidité plutôt qu'un air stagnant et humide. L'espace couvert restait légèrement plus chaud que la température extérieure en raison du gain solaire à travers le toit et de la chaleur rayonnante de la maison. Et l'air plus chaud retenait plus d'humidité et créait des courants de convection qui amélioraient le séchage. Protégé de la pluie et du vent, le bois pouvait sécher à son taux maximal naturel, sans interférence extérieure. Dans des conditions optimales, le bois pouvait sécher beaucoup plus vite que la sagesse conventionnelle ne le suggérait. Le gigantesque abri créait ces conditions optimales de manière constante. Charles Brennan examina la structure plus attentivement, essayant de comprendre le rapport coût-bénéfice d'un point de vue commercial. Il fit le tour du périmètre, étudia la fondation, vérifia la construction des murs, mesura les dimensions du toit. Son œil de charpentier nota la qualité du travail. Ce n'était pas une construction frontalière grossière, mais un travail soigné, avec une attention aux détails. « Parlons chiffres », dit Charles, sortant un petit carnet. « Tu as dépensé environ 100 $ en bois pour cet abri. Tu brûles peut être 4 cordes de bois par hiver pour chauffer ta maison. Au prix actuel du bois de chauffage, le bois sec correctement assaisonné se vend peu, être 2 $ de plus par corde que le bois vert ou humide parce qu'il brûle mieux et produit plus de chaleur. Cela fait 8 $ d'avantage par an en vendant du bois de chauffage ou 8 $ d'économiser si tu le brûles toi-même. Selon ce calcul, ton abri met 12 ans et demi à se rentabiliser. C'est une longue période de retour sur investissement. Tes chiffres sont incomplets, répliqua Johan. Premièrement, le bois sec brûle beaucoup mieux que le bois humide, donc j'utilise moins de bois au total. J'estime qu'environ 3 cordes de bois sec donnent la même chaleur que 4 cordes de bois humide. C'est une corde économisée par an. À 3 $ par corde de coût de coupe et de transport, cela fait 3 $ d'économiser. Deuxièmement, le bois sec produit beaucoup moins d'accumulation de créosote dans la cheminée. Le bois humide crée une créosote épaisse qui nécessite un nettoyage professionnel 2 fois par hiver à 50 % le nettoyage. Le bois sec nécessite un nettoyage 1 fois par hiver. Cela économise 50 %. Troisièmement, les murs de ma maison sont protégés de la pluie directe par le débord de l'abri, donc ils ne développent pas de moisissure et n'ont pas besoin de traitement. Le traitement de la moisissure peut être 2 $ par an. Cela économise 2 $. Il continua. Quatrièmement, tous mes outils stockés dans l'abri ne présentent aucune rouille, car ils sont protégés de l'humidité. Les outils qui durent 2 fois plus longtemps permettent d'économiser les coûts de remplacement, peut être 3 $ par an économisés. Cinquièmement, je peux travailler dehors par tous les temps sous l'espace couvert. Donc, je suis plus productif et j'accomplis des tâches que les voisins doivent reporter jusqu'au temps sec. Cette productivité est difficile à mesurer, mais elle a une valeur réelle. Sixièmement, l'espace couvert me permet de traiter le bois de chauffage immédiatement après la coupe au lieu d'attendre le temps sec, ce qui signifie que je peux profiter des baisses de prix du bois lorsqu'elles se produisent, plutôt que d'être obligé d'acheter pendant les périodes coûteuses. Charles nota tous les chiffres. Donc, tu revendiques peu, être 12 à 15 $ d'avantages annuels totaux, provenant de diverses sources au minimum, probablement plus quand tu comptes tous les effets secondaires. Alors ton retour sur investissement est de 7 à 8 ans, pas 12, c'est plus raisonnable. Et après le retour sur investissement, tu obtiens 12 à 15 $ d'avantages annuels pour le reste de la vie de la structure. Si l'abri dure 30 ans, cela représente une valeur totale, substantielle. L'analyse économique complète était plus difficile à réfuter que le simple coût du bois. L'abri offrait de multiples avantages qui se sont accumulés au fil du temps. Chaque avantage individuel était minime, mais ensemble, ils représentaient une valeur à long terme substantielle qui dépassait le coût de construction initial. Que pensez-vous de cette solution? Laissez un commentaire ci-dessous. En janvier 1884, Yann accueillait quotidiennement des visiteurs désireux de voir le hangar géant. Les colons de la péninsule affluaient sur sa propriété, traversaient l'espace couvert, sentaient l'air sec
examinait le bois de chauffage bien séché et posait des questions détaillées sur les techniques de construction et les coûts. La zone de porche couverte autour de la maison était devenue un espace de travail de premier ordre qui transformait la routine quotidienne de Yann. Il pouvait y effectuer des tâches extérieures, fendre du bois, réparer des outils, entretenir du matériel, travailler le cuir, transformer de la viande, bénéficiant d'une protection contre la pluie presque toute l'année, tandis que ses voisins se blottissaient dans des abris sombres et exigus pendant les pluies incessantes de l'hiver, ou reportaient leur travail aux rares jours secs qui pouvaient survenir des semaines d'intervalle. Yann travaillait dans un confort spacieux. Le corridor couvert de 12 pieds autour de sa maison offrait suffisamment d'espace pour aménager des zones de travail dédiées. Un coin était devenu sa station de fendage de bois avec billot et porte-outils. Un autre coin abritait son établi pour la réparation du matériel. Une troisième zone accueillait son installation de fumage de viande, où il pouvait faire sécher du gibier et du saumon à l'abri de la pluie. Le quatrième coin stockait le matériel saisonnier qui nécessitait une protection contre les intempéries, mais pas un stockage fermé. La différence psychologique était significative et affectait tous les aspects de la vie quotidienne. La pluie sur la péninsule créait un stress constant de bas niveau, qui pesait mentalement sur les colons. Tout ce que vous faisiez dehors signifiait se mouiller. Des tâches simples mais nécessaires, comme aller chercher du bois de chauffage ou surveiller le bétail, devenaient des corvées désagréables que l'on repoussait le plus longtemps possible. Les enfants ne pouvaient pas jouer dehors pendant des mois d'affilée. Les femmes ne pouvaient pas étendre le linge avec la moindre assurance qu'il sécherait. Les hommes ne pouvaient pas entretenir leur matériel sans travailler dans des conditions misérables. L'espace couvert de Yann éliminait la majeure partie de ce stress. Il pouvait se déplacer librement entre la maison et les zones de travail, accomplir les tâches à temps plutôt que lorsque le temps le permettait, et maintenir sa productivité, quelles que soient les conditions extérieures. Ses enfants pouvaient jouer dans la zone couverte même pendant les averses. Sa femme pouvait étendre le linge avec la certitude qu'il sécherait. Le soulagement psychologique d'avoir un espace extérieur sec était être plus précieux que les bénéfices économiques directs. Elizabeth Hayes commença à planifier sa propre structure, couverte en février, après avoir passé des semaines à observer le fonctionnement de Yann. Sa conception était plus petite, 30 x 40 pieds, adaptée à sa cabine plus modeste, mais incorporait tous les mêmes principes. Elle consulta Yann de manière approfondie sur les détails spécifiques. La hauteur des fondations importe plus que ce que j'avais initialement réalisé, expliqua Yann, en lui faisant faire le tour de sa structure et en lui montrant les détails. J'ai construit à 6 pouces de hauteur, ce qui fonctionne adéquatement, mais je vois maintenant que 12 pouces fonctionnerait mieux. Une fondation plus haute élève tout au-dessus de la zone d'éclaboussure lorsque la pluie frappe fort. Cela éloigne également le sol de l'humidité du sol. Le travail supplémentaire des fondations en vaut la peine. Qu'en est-il de l'espacement des murs ? Demanda Elisabeth, en examinant les espaces entre les planches. Vous avez être des espaces de 1 pouce. Devrais-je les reproduire exactement ? 1 pouce fonctionne bien pour ma structure de 40 x 50. Pour votre 30 x 40 plus petite, être que 3/4 pouces suffit. Le principe est de permettre la circulation de l'air, sans permettre la pénétration de la pluie lors des tempêtes entraînées par le vent. Un bâtiment plus petit a un volume d'air total plus faible. Il a besoin d'une circulation légèrement moindre. Sa construction commença en mars, pendant l'une des brèves périodes sèches qui interrompaient occasionnellement la pluie sur la péninsule. Elle engagea 2 hommes des camps de bûcherons pour l'aider avec le travail lourd du bois. Le levage des poteaux et des poutres principaux demandait une force, au-delà de ce qu'une seule femme pouvait gérer. Le coût de la main-d'œuvre engagée était de $12, mais cela a permis d'économiser des semaines de travail difficiles. La structure de base fut montée en 6 semaines. Le résultat était plus petit que celui de Yann, mais tout aussi efficace. Un grand espace couvert qui a immédiatement transformé la fonctionnalité de son homestead. La première fois qu'elle est sortie de sa cabine vers la zone de travail couverte, pendant une forte averse sans se mouiller. Elle comprit viscéralement pourquoi Johan avait investi dans une construction aussi apparemment excessive. Robert Mitchell adopta une approche complètement différente, basée sur ses circonstances spécifiques. En tant que bûcheron commercial, il avait accès à d'énormes quantités de bois à un coût minime, essentiellement juste le travail pour le couper et le scier. Cela changea radicalement son calcul économique. Il construisit une structure massive de 40 x 60 pieds qui abritait non seulement sa cabine, mais aussi son atelier, son entrepôt d'outils et sa zone de matériel. Son espace couvert devint essentiellement une petite cour à bois intérieure où il pouvait transformer le bois
quelles que soient les conditions météorologiques. Pendant les mois de pluie interminables, où les opérations conventionnelles s'arrêtaient, Robert pouvait continuer à scier du bois, à construire du matériel et à entretenir des outils dans un confort sec. Sa productivité annuelle augmenta considérablement, ce qui se traduisit directement par une augmentation des revenus qui dépassait de loin le coût de construction de l'abri. Plus intelligemment, Robert conçut son abri avec des sections de murs amovibles. Pendant les rares périodes de temps sec en été, il pouvait ouvrir des murs entiers pour une ventilation maximale. Pendant les tempêtes d'hiver, il pouvait fermer ces sections pour une protection plus complète contre les intempéries. La conception adaptable lui offrait une flexibilité que les structures fixes ne pouvaient égaler. Charles Brennan construisit la version la plus raffinée architecturalement, intégrant les leçons de toutes les installations précédentes, ainsi que son propre savoir-faire de charpentier. Sa structure présentait une fondation plus haute, à 14 pouces au-dessus du sol, ce qui éliminait complètement les problèmes d'humidité du sol. Il utilisa des espaces muraux plus larges, d'1,5 pouce pour une circulation d'air maximale, calculant que sa pente de toit plus prononcée empêcherait la pénétration de la pluie même lors de violentes tempêtes entraînées par le vent. La pente du toit était notablement plus prononcée que celle d'origine de Yann, 8/12 au lieu de 6/12, ce qui signifiait un écoulement d'eau plus rapide et moins de risque de fuite. La pente plus prononcée nécessitait plus de bois pour la construction du toit, mais offrait une meilleure fiabilité à long terme. De manière plus innovante, Charles installa des gouttières internes qui collectaient le ruissellement du toit et le canalisaient dans de grands tonneaux de stockage. Au lieu de laisser l'eau de pluie de son toit massif s'écouler aléatoirement et créer de la boue autour de la fondation, il la capturait systématiquement. Lors des fortes pluies de la péninsule, le toit de son abri pouvait collecter 50 à 80 gallons par jour. Cela fournissait de l'eau pour le ménage sans avoir à pomper du puits, économisant du travail et fournissant une qualité d'eau supérieure, puisque l'eau de pluie manquait de la teneur en fer qui affligeait l'eau des puits locaux. Le système de gouttières maintenait également la zone autour de sa fondation plus sèche. Sans drainage contrôlé, l'eau s'écoulant d'un si grand toit pouvait saturer le sol adjacent à la structure. Les gouttières empêchaient ce problème, tout en fournissant de l'eau précieuse, capturée comme bénéfice supplémentaire. À l'été 1884, cette famille avait construit des structures couvertes. L'apparence des colonies de la péninsule changea radicalement. Les visiteurs arrivant dans la région étaient perplexes devant les hangars géants qui semblaient abriter des homesteads entiers. Les résidents devaient expliquer le concept de protection contre l'humidité à plusieurs reprises. La conception s'avéra précieuse au-delà du séchage du bois de chauffage. Le travail d'été devint plus agréable. L'espace couvert offrait de l'ombre pendant les brèves périodes chaudes. Le stockage des outils de jardin restait sec toute l'année. Le matériel saisonnier n'avait pas besoin d'un bâtiment séparé résistant aux intempéries. La zone couverte devint l'espace de travail principal pour la plupart des familles. Elizabeth Hayes découvrit un avantage inattendu, la manipulation du bétail. Elle construisit une petite extension de parc couvert à son hangar principal, créant une zone sèche où elle pouvait traire sa vache et s'occuper de ses poules, quelle que soit la météo. Les animaux restaient en meilleure santé dans des conditions sèches, et elle restait plus confortable pendant ses corvées quotidiennes. Certains colons adaptèrent le concept à la protection des jardins, construisant des structures couvertes au-dessus de plates-bandes surélevées, prolongeant la saison de croissance en protégeant les plantes de la pluie excessive, tout en maintenant la lumière du soleil par des côtés ouverts. Les tomates et les haricots qui pourrissaient normalement à cause de l'humidité constante prospéraient sous une couverture partielle. En 1885, les structures couvertes devinrent une construction standard pour les nouveaux homesteads. La colonie de la péninsule conseilla aux nouveaux arrivants de prévoir un abri protecteur comme une infrastructure essentielle et non un luxe facultatif. Les moqueries initiales s'étaient transformées en sagesse acceptée en 2 ans. Un journal du territoire de Washington publia un article sur la technique de construction inhabituelle de la colonie en 1886. L'article suscita des critiques de la part de constructeurs de Seattle et Tacoma qui prétendaient que les structures couvertes étaient gaspilleuses et inutiles. Plusieurs écrivirent des lettres insistant sur le fait que la gestion adéquate du bois de chauffage et les abris standards étaient suffisants. Yann répondit en invitant les critiques à visiter pendant l'hiver et à comparer les niveaux d'humidité du bois de chauffage. En janvier 1887, un constructeur de Tacoma passa 1 semaine sur la péninsule à mesurer l'humidité du bois sur plusieurs homesteads avec et sans structure couverte. Son rapport reconnaissait l'efficacité.
La conception de l'abri fermé maintient des conditions significativement plus sèches que le stockage conventionnel. Le principe est solide et l'investissement justifié pour le climat de la péninsule. La validation mit fin à la plupart des critiques. En 1888, la construction de structures couvertes s'était étendue à d'autres communautés de l'ouest de Washington, confrontées à des défis d'humidité similaires. Des variations émergèrent. Certains utilisèrent des fondations en pierre au lieu du bois, certains construisirent des structures plus grandes ou plus petites. Certains ajoutèrent des murs partiels pour la protection contre le vent. Mais le concept de base restait cohérent. L'impact économique était mesurable. La consommation réduite de bois de chauffage signifiait moins de travail de bûcheronnage. Le séchage accéléré signifiait une conversion plus rapide du bois de construction en combustible. La longévité des outils s'améliora. L'entretien des bâtiments diminua. Les familles pouvaient concentrer leur énergie sur un travail productif, au lieu de lutter constamment contre les dommages causés par l'humidité. Ian épousa Elizabeth Hayes en 1886, combinant deux homesteads en une opération plus vaste. Ils construisirent une maison agrandie, avec une structure couverte plus sophistiquée, intégrant les leçons de multiples installations. Leur savoir-faire combiné en construction allemande et américaine créa un modèle que les voisins étudièrent. L'abri original de 1883 autour de la première maison de Ian resta fonctionnel pendant 38 ans. En 1921, son fils le remplaça par une structure plus grande, utilisant des matériaux améliorés. Mais le principe restait identique. Cet abri de deuxième génération servit jusqu'en 1964, date à laquelle la propriété fut convertie à un usage commercial. La science moderne du bâtiment reconnaît la structure couverte de Ian comme une application précoce des principes de pare-pluie. La séparation entre la barrière de pluie extérieure et l'enveloppe intérieure du bâtiment. La lame d'air de ventilation. La protection des matériaux contre l'humidité directe. Ces concepts apparaissent dans la conception des bâtiments haute performance contemporains. Johann mourut en 1909 à 71 ans, ayant construit ou conseillé sur peu être 40 structures couvertes dans l'ouest de Washington. Son innovation se répandit dans les communautés d'immigrants allemands et scandinaves, partout où les colons étaient confrontés à des défis extrêmes de pluie et d'humidité. La colonie de la péninsule olympique, qui s'était initialement moquée de son hangar géant, devint une communauté reconnue pour sa construction pratique pour climat humide. Les structures couvertes devinrent un exemple parmi d'autres de la volonté de la colonie de tester des solutions non conventionnelles. La transformation du ridicule en pratique standard ne prit qu'un hiver humide. Le bois de chauffage de Ian restant sec pendant que ses voisins brûlaient du bois humide et sifflant, convainquit tout le monde. Dès le deuxième hiver, les structures couvertes furent considérées comme essentielles et non expérimentales. Cette adoption rapide montra comment les communautés frontalières évaluaient l'innovation. Le scepticisme initial était normal, les ressources étaient limitées et les échecs coûteux. Mais lorsqu'une technique fonctionnait visiblement mieux dans des conditions difficiles, l'adoption était rapide et complète. Le hangar géant de Johann Krüger réussit parce qu'il résolvait un problème critique avec élégance. L'humidité de la péninsule sapait constamment la valeur. Le bois de chauffage mouillé brûlait mal. Les outils humides rouillaient. Les matériaux exposés pourrissaient. Sa conception protégeait tout grâce à une construction simple, que chacun pouvait reproduire. La combinaison d'une physique solide et d'une construction pratique définissait l'innovation réussie en terre inconnue. Pas complexe, pas révolutionnaire. Juste une application intelligente de principes de base à des problèmes réels. Parfois, la meilleure solution est la plus simple, celle à laquelle personne n'avait pensé.